Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Bon quand il se passe l'actualité, la guerre un peu partout, les problèmes économiques, les problèmes du monde, les problèmes à la fois géopolitiques, environnementaux, et voilà notre fonction, oui, hélas, avec ses avantages et ses inconvénients, ses limites évidemment, c'est le ministère de la parole. Mais le ministère de la parole n'empêche pas la lucidité, n'empêche pas les questions, n'empêche pas de se poser surtout des questions, et notamment sur ce qui s'est passé à Bakhmout, où, vous savez, la milice Wagner et Prigojine annonçaient la chute de Bakhmout. Ça faisait déjà des mois et des mois et des mois, et que cette ville était pratiquement rasée, des morts partout, des morts par milliers, quotidiennement en tout cas, la dévastation. Mais on disait que ça tenait, je vous cite juste une chose, par exemple la Dépêche, le journal, il y a 2 jours, titrait ceci: la guerre en Ukraine, à Bakhmout, les Russes et Wagner sont faits comme des rats. 2 jours après, c'est-à-dire hier, guerre en Ukraine, le patron de Wagner annonce que Bakhmout est tombé aux mains des Russes. Et de fait, effectivement, tout porte à croire aujourd'hui que c'est plutôt le cas, même si ce n'est pas fini, que les Ukrainiens, et encore une fois, nous ne prenons absolument pas parti, au contraire là-dessus, disent que ce n'est pas fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, avant d'en parler avec Éric Dénessé, écoutez ce que vous avez tous entendu. Écoutez, c'est une infime partie de ce qu'on entend 24 heures sur 24 ou presque, du matin au soir, du soir au matin, dans un certain nombre de chaînes, de médias, etc. À juste titre ou à non juste titre, écoutez. Kiev se félicite de son premier succès de son offensive pour reprendre Bakhmout. Les Ukrainiens ont effectivement gagné du terrain. Kiev serait parvenu à capturer plus de 10 positions ennemies. L'utilité de Bakhmout pour Zelensky, elle est là, c'est de dire, regardez, lorsque nous sommes dotés sur la valeur de nos hommes et de notre stratégie, nous progressons. Les Ukrainiens ont bien vu qu'il y avait un point de faiblesse russe finalement dans cette zone. L'avancée de nos troupes dans la zone de Bakhmout est le premier succès de l'offensive. On a bien vu que les renforts qui avaient été envoyés par les Russes, ce n'étaient pas des brigades extrêmement expérimentées. Ce que dit le ministère britannique de la Défense aujourd'hui. Certains des flancs ont cédé. Voilà, certains des flancs ont cédé. On a très longuement glosé, je le lisais encore, les hebdomadaires qui ont paru évidemment il y a 2 jours avant toutes ces nouvelles, et il disait entre Prigojine et Poutine, c'est terrible. Prigojine disait, le patron de Wagner, disait où sont ces putains d'obus, que font les autorités russes, c'est lamentable, et presque on pariait déjà sur une crise de régime. Éric Dénessé, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, encore une fois, on mesure, encore une fois, au-delà de ça, le décalage qu'il y a en une certaine manière de raconter l'information, de nous donner l'information, notamment en France, puisque nous sommes en France, et la réalité du terrain. C'est quand même assez remarquable. Mais d'abord, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe encore sur ce plan de Bakhmout, spécifiquement ? Écoutez, j'entendais avec beaucoup d'intérêt ce que vous disiez sur le fait de ne pas prendre parti. Il est important de ne pas prendre parti, mais ce n'est pas ce qu'ont fait ces médias français depuis quelques jours. D'abord, c'est très difficile à décrypter puisque les 2 camps font une propagande éhontée. Malheureusement, on a le sentiment que la propagande occidentale, comme vous venez de le rappeler avec ces quelques extraits sonores, est encore plus forte. Honnêtement, sur le terrain, on voit que les Russes ne reculent pas, qu'ils avancent extrêmement lentement. Alors, est-ce que c'est prudemment ou pas? C'est très difficile de le dire. Oui. Et en tout cas, il n'y a pas de défaite russe et il n'y a pas de victoire ukrainienne. Alors, est-ce que c'est un match nul? Dans une guerre urbaine, vous savez, on avance quelques pâtés de maison par pâté de maison. Et il semble bien que les Russes, depuis des semaines, aient fini par prendre les derniers hectomètres carrés. Et que la contre-offensive qu'on nous a vendue et qui ne vient pas de la part de l'Ukraine, pour l'instant personne ne la voit, et les attaques sur les flancs, les Wagner fait comme des rats, tout ça est une comédie, de la même manière que le discours de Prigojine est une comédie qui donne l'impression qu'il y a une division au sein des Russes, mais tout ça c'est aussi une forme de guerre de l'information que mène Moscou, et donc c'est souvent très difficile de distinguer le vrai du faux quand on est observateur. Mais alors Éric Dénessé, justement, à propos de Prigojine, moi ça m'a frappé car rétrospectivement, c'est
au-delà de la guerre d'information, c'est une véritable ruse de guerre. Étape 1, Prigojine, et c'est lui, on lui a délégué en prestataire de service, on lui délègue Bakhmout, enfin la défense de Bakhmout ou l'attaque de Bakhmout, enfin ça revient presque au même de ce point de vue, selon où on se met. Et il commence à dire, mais comment on nous donne pas d'obus, nos flancs sont complètement poreux, on n'est plus aidés. Et je me rappelle, la semaine dernière, il y a 3 jours encore, on disait, ça y est, c'est vraiment la division chez les Russes, et on a l'impression que c'est une ruse de guerre à la Sun Tzu, ou à la, je ne sais pas, à qui on pourrait attribuer cela, où ils se sont partagés rôle. Prigojine est en train de hurler à la mort en disant, oui, Poutine nous laisse tomber, et les Russes ne répliquant pas. Et puis, il faut se rappeler, vous le savez mieux que moi, c'est que les Ukrainiens ont dit que Bakhmout, ce serait symbolique, c'est une victoire symbolique, ils auraient pu ne rien dire là-dessus. Non, Bakhmout est un symbole. Et résultat des courses, est-ce que ce n'est pas une véritable ruse de guerre comme on en a connu d'autres ? Si, c'est tout à fait mon analyse. Alors, d'un côté, comme vous le rappelez, les Ukrainiens se sont tirés une balle dans le pied en faisant de Bakhmout un symbole. Et de l'autre côté, on doit se dire que si jamais Prigojine était vraiment l'opposant à Poutine qu'il prétend être, je pense que sa survie aurait été beaucoup plus courte. Donc, il y a un véritable partage des rôles. Les Ukrainiens, d'un côté, disant qu'ils vont attaquer. Donc, Prigojine, par certains de ses discours, voulant laisser croire qu'il y avait des faiblesses sur tel ou tel aspect du front. Tout ça est un jeu de dupes. Alors, est-ce que c'est une ruse à la Sun Tzu ? Je pense qu'elle n'est pas de ce niveau-là, parce que pour l'instant, c'est vraiment des petites ruses de guerre tactiques de part et d'autre. Et le front ne bouge pas tant que ça en réalité, et il bouge très marginalement, semble-t-il, en faveur des Russes. Alors, Eric, délaissez plus loin que Bakhmout, la poursuite de la guerre, vous la voyez comment ? Il ne s'agit pas de faire des prédictions, bien sûr, mais de comprendre, parce qu'effectivement, comme vous dites, pour le moment, c'est un jeu à somme nulle, enfin, on est voilà, c'est pigé. Est-ce que, et je me retourne je pense aux États-Unis, est-ce que l'idée, vous avez vu que fait son chemin une idée à la fixation de la coréenne, on rappelle que la Corée, il n'y a pas de paix entre les deux Corées, ça dure depuis 1953, est-ce que les États-Unis vont un peu en disant, bon, ben c'est comme ça, on va continuer à fixer les choses de façon à fixer le front russe tel qu'il est actuellement ? Écoutez, pour moi, c'est bien sûr la politique intérieure américaine qui est le premier facteur qui permettra la fin du conflit ou sa prolongation. Oui. Or, pour l'instant, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a ce grand débat sur la dette, où depuis que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants, ils font une pression sur Joe Biden pour que la dette américaine ne soit pas encore une fois augmentée. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe ? Le Pentagone a absolument besoin que soit voté son budget de défense pour faire face à une éventuelle conflagration avec la Chine dans les années qui viennent. Or, ce budget qui a été décidé, qui est le plus important depuis la fin de la guerre froide, n'a pas été voté. Donc, tant que ce budget n'aura pas été voté, le Pentagone et les Américains ont tout à fait intérêt à ce que la guerre continue, parce que c'est un moyen de pression sur le Congrès pour obtenir ces budgets. Et je crois qu'une évolution possible, ce sera effectivement, si ce budget est voté, s'il n'y a pas de défaut de paiement américain et si les parlementaires d'outre-Atlantique se mettent d'accord, à ce moment-là, on risque de voir une inflexion dans ce conflit. À partir du moment où le Pentagone aura ses budgets, eh bien, l'intérêt de la guerre en Ukraine diminuera à ses yeux, puisque les Américains ont toujours besoin d'un ennemi et que pour l'instant, c'est très pratique avec la Russie. Ah oui, et en attendant la Chine. Et ce budget devrait être voté quand, on le sait à peu près ou pas ? Eh bien écoutez, il devait déjà être voté il y a quelques semaines, mais tant que cette histoire de la dette n'est pas acceptée, le Pentagone ne peut pas avoir ce budget, puisque les Américains ne cessent d'accroître leur déficit pour financer un certain nombre de choses, dont ce budget de la défense que réclament à corps et à cri les militaires. Alors les militaires sont beaucoup moins bellicistes que les politiques, comme généralement dans tous les pays développés. Il y a une seule chose, c'est qu'on oublie que sous Obama, puis sous George W. Bush à plusieurs reprises, les budgets de la défense ont perdu en moyenne 10% par an. Donc le Pentagone fait vraiment tout ce qu'il faut pour retrouver un niveau d'armement qui lui permettrait de faire face à un éventuel conflit avec la Chine. Et tant que ça n'est pas acquis, eh bien, il utilise le conflit ukrainien pour faire monter les enchères. Ah oui, d'accord. Donc c'est une situation qui peut durer encore quelque temps, disons, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est ça? À mon sens, beaucoup de choses sont liées. Alors, a priori, les parlementaires américains vont décaler de 3 mois ce débat sur la dette qui devait s'arrêter
qui devait prendre fin, je crois, fin juin, parce qu'à mon avis, ils ne se mettront pas d'accord. C'était début juin, pardon. Ils ne se mettront pas d'accord d'ici là. Et on parle en ce moment d'une prolongation de 2 à 3 mois. Donc tant que ça, ce ne sera pas réglé, que les budgets ne seront pas votés, c'est a priori jusqu'à la rentrée, je ne vois pas d'évolution majeure, à part sur le plan militaire, ce qu'on ne distingue pas aujourd'hui. Voilà, pour une sortie de conflit. Et Éric Délaissé, quid des Russes quand même, parce que c'est pas non plus facile, enfin ça ne marche pas, même s'ils n'ont pas perdu du terrain, enfin ils n'en ont pas gagné non plus. Non, bien sûr, on se pose beaucoup de questions aussi sur l'efficacité de l'armée russe. Ceux qui les défendent disent qu'ils avancent extrêmement prudemment et que le temps joue pour eux, mais on n'a pas non plus d'exemple de victoire exceptionnelle côté russe. Mais je dirais malgré tout, le temps joue beaucoup plus pour eux que pour les Ukrainiens. Et donc, pour l'instant, une durée du conflit leur est beaucoup moins défavorable qu'à Kiev et qu'à Zelensky. Et dernière question, est-ce qu'à votre avis, à l'intérieur de l'Ukraine, il peut y avoir, parce qu'on a entendu parler d'un certain nombre d'oppositions, y compris dans l'état-major ukrainien et autres, ou est-ce que ça va continuer avec Zelensky qui avec l'avion de la République française, et pourquoi pas, enfin moi je n'ai pas d'avis là-dessus, se balade à travers le monde et essaye effectivement de rassembler des aides, ou bien ça ne peut pas bouger sur le front ukrainien, rien ne peut bouger? Écoutez, ce qu'on mesure peu aujourd'hui ici en France, c'est que la tournée de Zelensky et le soutien de son système diplomatique font que partout où il va, il y a une demande de combattants, et notamment dans le monde arabe aujourd'hui, où beaucoup d'ambassades ukrainiennes essaient de recruter localement des combattants. Ah oui, d'accord. C'est très fortement une demande de combattants forte. Bien sûr. Ouais. Si vous vous souvenez, au début du conflit, il l'avait fait en Afrique et les gouvernements africains avaient protesté, leur avaient demandé d'arrêter. Ils sont en train de refaire ça au Moyen-Orient. Et avec le soutien des Américains. Et la crainte, c'est que ces pays-là se débarrassent des djihadistes qui les gênent pour les envoyer sur le front ukrainien. Ce qui, de toute façon, serait là aussi une aberration du camp occidental si on acceptait de faire ça. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens essaient de faire flèche de tout bois. La situation est très difficile pour eux. Et ils en sont à de nouvelles tentatives de recrutement de combattants, cette fois au Moyen-Orient et également en Amérique latine. Merci Éric Délaissé. Je rappelle que vous êtes politologue, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Et encore de très bons éclaircissements.